Salut, un petit mot avant de commencer cet épisode, tout simplement pour vous dire merci. Eh bien merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter les épisodes dans le pot de yaourt. Alors si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre, à commenter le podcast sur les plateformes d'écoute, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre la page du compte Instagram dans le pot de yaourt. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le pot de yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 4, épisode 4. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans le pot de yaourt. L'intérêt de ce podcast prend tout son sens aujourd'hui, puisque si vous êtes des auditeurs assidus, vous savez que le but était ici de créer du lien. Et oui, la présence de mon invité aujourd'hui est le fruit d'une précédente rencontre au micro, celle des fous furieux du groupe Celeritas. Mon invité, ce que l'on peut appeler un homme multifonction, réalisateur, photographe, créateur de contenu, amateur de parcours, d'urbex, bref, ses journées sont bien chargées. Et ça tombe bien, puisque c'est de tout ça dont il va nous parler aujourd'hui. Je suis heureux de recevoir Vadim. Salut Vadim. Salut Pierre. Ça va ? Bah ça va très bien. Mais en tout cas, merci d'être là, Vadim. Je le disais, tu fais beaucoup de choses. C'est vrai. Et je sais pas comment je fais, mais je fais beaucoup de choses. C'est vrai. J'ai rien oublié ? Non, c'est bon. Non, c'était très bien. Ouais, la liste était ouais, la liste était bonne. Bon, pas très de souci, bien. Mais je me suis demandé là pendant la préparation de l'épisode par quoi j'allais commencer. Bonne question. Il y a beaucoup de choses. Bah déjà, si tu veux, peut-être se présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas. Eh bien, écoute, je te laisse te présenter, cher Vadim. Bah, j'ai essayé de le faire. Tu m'as bien présenté, mais pour résumer un peu, donc ouais, moi c'est Vadim, je suis havrais de naissance, même si j'ai eu l'occasion de bouger entre temps, mais je suis revenu au Havre parce que ça reste ma ville de cœur avant tout. J'ai 40 ans dans 4 ans, déjà, bientôt. 40 ans dans 4 ans. Voilà, je compte comme ça. Et puis je travaille en fait comme photographe et vidéaste indépendant. Et avant de me lancer indépendamment dans la vidéo, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai fait pas mal de tournages par-ci, par-là pour faire des musiques, pour faire des clips de musique pour des groupes locaux. Après, je me suis orienté dans le film d'entreprise. Et puis, dans la photo, moi, c'est surtout l'aspect urbain. Et c'est justement ça que je mets en avant, justement avec l'exposition qu'on va parler bientôt, quoi. Et justement, le côté urbain, le parcours. Moi, j'ai envie de commencer par là. Ouais, bien sûr. Parce que c'est peut-être ta plus ancienne activité, si ouais, je me trompe pas. Oui, parce que si tu veux, j'ai commencé le parcours il y a plus de 20 ans. Donc, en gros, ça me donne... Concrètement, ça me donne le statut du doyen de parcours au Havre encore actif. Donc, pour le coup, je suis le... T'as une médaille, t'as un pins Pas du tout, non, c'est là-dedans. Non, en vrai, ouais, ça fait 20 ans que je fais ce sport. Et puis, pour le coup, on a une asso sur le Havre qui s'appelle Concrete. On donne des cours à des ados, à des enfants, même à des adultes. On a le gymnase de Port-Océane qu'on peut avoir avec des créneaux pour justement donner des cours et préparer à tout faire des activités en dehors après. Donc, à pratiquer les mouvements en extérieur. Et pour le coup, moi, je suis hyper passionné par ce sport, vu que ça fait déjà 20 ans. Et j'aime bien transmettre aussi les valeurs de ce sport avec les nouvelles générations, puisque j'ai vu comment le sport a changé en 2 décennies. Et en fait, le fait que je sois encore là, ça montre que quand j'ai commencé ce sport-là sur les falaises de Sainte-Adresse au niveau des Blocos,
j'ai vite compris que ça va me coller à vie en fait, quoi. Donc peu importe mon âge, je serai toujours dans le parcours. Bon, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'on a à peu près tous compris ce qu'était le parcours, mais pour ceux qui n'auraient pas compris ou alors qui n'auraient pas forcément capté vraiment le truc, est-ce que tu peux essayer de nous définir ce que c'est que le parcours ? Concrètement, si vous avez vu les films comme Yamakasi ou Banlieue 13, c'est un sport qu'on appelle également l'art du déplacement. Et donc en fait, il s'agit de se déplacer dans un milieu soit urbain ou naturel en franchissant des obstacles. Et pour cela, il n'y a que besoin de notre corps humain et devant toi, tu as différents obstacles. Ça peut être des murets, ça peut être des rochers, des bancs, des escaliers. Et l'idée, c'est de trouver des chemins, on va dire, raccourcis qui permettent de les passer assez efficacement. Et quand j'entends par là, c'est beaucoup de sauts, de grimpes, de franchissements, de glissades. Et maintenant, il y a aussi le côté un peu spectaculaire où les acrobatistes se sont un peu mêlés à la discipline. Et donc, on voit maintenant sur les réseaux énormément de mouvements de parcours où des mecs vont faire des saltos de toit en toit. Ça fait partie du jeu, mais de base, c'est vraiment... on imagine comme si tu étais un chat qui se déplaçait d'un point A à un point B et qui va émettre un saut justement pour passer de ces 2 points, si tu veux. Attention, donc, la question à $1000, c'est dangereux ? C'est dangereux, c'est seulement dangereux si tu te mets à dépasser tes limites. En fait, tout le monde peut faire du parcours, peu importe ton âge, peu importe ta condition physique. C'est-à-dire que si même, par exemple, tu vas sauter, imaginons tu as 2 marches, et tu vas sauter de la première marche à la deuxième, ça a beau être pas impressionnant visuellement, mais ça reste du parcours. Parce que tu as franchi un obstacle, tu es passé d'un point A à un point B. Et en vrai, le parcours il est seulement dangereux si jamais tu sais que tu peux sauter, imaginons 3 mètres, va pas t'amuser à sauter 4, 5 mètres. Tu fais ça progressivement, c'est comme dans le skateboard en fait. C'est vraiment un peu le même état d'esprit où tu y vas progressivement et tu oublies le côté spectaculaire comme on te montre à la télé où tu as des mecs qui font des sauts, des trucs de malade et n'importe qui peut faire du parcours pour de vrai. C'est comme faisait un peu Jackie Chan si tu veux à l'époque, avant que le parcours soit populaire. Mais en vrai, si tu veux, tout le monde peut en faire, comme je disais, c'est que tu écoutes ton corps et comment tu l'adaptes avec l'environnement. C'est juste ça. Donc, Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le parcours ? Écoute, c'est dur à répondre cette question, mais je pense que déjà, c'est le côté libre. C'est-à-dire que le parcours, en fait, il m'a donné l'opportunité d'affronter un peu... Il y a ce côté, tu sais, tu affrontes des obstacles et en même temps, ça te forge mentalement dans la vie de tous les jours où tu sais que dans la vie, tu as des obstacles à affronter et tu les relis un peu avec ce... Ok, une petite métaphore. C'est ça, c'est un peu métaphorique, vie, c'est vrai, ouais. Et en fait, c'est surtout le fait de... J'ai toujours une admiration en fait pour tout ce qui a été construit par l'homme. C'est-à-dire que je suis très amoureux déjà de l'architecture brutaliste. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Déjà, au Havre, on a ce qu'il faut, mais même à travers le monde, que tu ailles dans les pays de l'Est ou même en Amérique latine, il y a beaucoup de bâtiments dans ce style. Et dans le parcours, justement, c'est le fait de pouvoir se déplacer sur des structures construites par l'homme et qui ne sont pas prévues pour à la base. Et c'est ça je me sens libre d'aller là où j'ai envie d'aller, de franchir des chemins que personne prend. Et ça c'est pas il n'y a pas un côté, je me la joue marginale, je suis à contre-courant de ce que les gens font, mais c'est une vision du monde qui est différente. C'est-à-dire que, en final, le parcours se pratique partout. Et il n'y a pas de terrain approprié. On a des parcours parcs, mais je peux en faire autant dans la forêt de Fontainebleau que je peux en faire sur les toits de Venise ou je sais pas. Tu vois, c'est dit comme ça, c'est que il n'y a pas de limite. Et en fait, il te faudrait 10 000 vies pour pouvoir faire tout ce que tu as exploré, tous les recoins de la Terre que l'homme a construit, quoi. Tu le disais aujourd'hui, tu as pris un peu d'âge, d'expérience, tu donnes des cours aux plus jeunes, mais comment toi tu découvres le parcours ? Et j'imagine qu'il y a peut-être 20 ans, il n'y avait pas de cours. Ouais. Alors moi personnellement, je donne pas de cours, je participe à des initiations. Par exemple, quand il y a le FIS à la plage chaque année, on installe le module avec l'équipe et puis on fait des animations, on apprend des mouvements à des jeunes et des moins jeunes. Et moi personnellement, je donne pas vraiment de cours, je suis pas prof de parcours attitré, on va dire. Mais ça existe ? Alors oui, il y a des gens qui sont profs, mais je pense que c'est pas prof comme à l'éducation nationale, c'est un statut à part, mais tu te mets en asso et tu peux être amené à donner des cours, on va dire, de parcours. Après, quand tu es prof, c'est plus par ton expérience que tu as étudié dans une école de parcours pour dire après, ça y est, je peux apprendre le parcours aux autres. Non, c'est plus ton expérience personnelle qui fait que tu peux te permettre justement de transmettre tes expériences, c'est ça. Alors le parcours, ça a commencé dans les années 2000, on avait Internet mais pas beaucoup, et en fait c'était d'abord Yamakasi. C'est le film Yamakasi qui est sorti, je me rappelle, le 4 avril 2001 et j'y suis allé, j'avais 11 ans. Voilà, j'avais 11 ans. Date de précision, quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, si tu veux, donc de 2001 à 2004-2005,
C'est Et ça, une c'est une période dans- révélation, quoi. Ah oui, alors attends, ouais, justement, parce que j'ai découvert vraiment d'abord avec Yamakasi, et puis après, vers 2004-2005, j'ai découvert par un copain du Havre qui m'envoie à l'époque sur MSN un lien d'un site qui s'appelait le parcours.com, et il me dit, mais tu sais que ce qu'on faisait depuis le temps, ça s'appelle pas Yamakasi, ça s'appelle le parcours, et ça a été créé par un mec qui s'appelle David Bell, etc. Puis moi, je regarde de plus près. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, et on téléchargeait les vidéos directement sur ton Windows familial. Ouais. Et je regardais les vidéos en boucle, comme on dit, je les binge-watchais. Et en fait, à ce moment-là, c'était la révélation. À ce moment-là, j'ai compris, waouh, je viens de découvrir que ce que je fais, c'est du parcours. Et c'est resté à vie. Jusqu'à présent, c'est là. Tu vois. Donc, vraiment, c'était avant que YouTube naisse, le parcours. J'ai découvert justement par des sites web, en fait, avec des vidéos en MPEG. Et après, le 13 est arrivé. Ça a aussi donné un coup de boost à la popularité de la discipline. Et ensuite, après, il y a t'as les skyblogs aussi. À l'époque, on avait un skyblog avec mon collectif, je m'en souviens. Et puis, on a d'ailleurs filmé notre toute première vidéo de parcours. C'était en 2006. On a fait, j'avais posté ma toute première vidéo de parcours filmée avec une caméra mini DV, tu sais, à l'époque, à l'ancienne. Et je l'avais mise en ligne quelque part en 2006. Donc ouais, pour te dire à quel point ça remonte. Donc ouais, et c'est comme ça en fait. C'est vraiment grâce à Internet. 20 ans à parcourir le Havre en long, en large et en travers. Vadim, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville, pour la discipline que tu pratiques, le parcours ? J'ai envie de te dire que le fait que ce soit cubique, bétonné, c'est que des infrastructures qui sont presque adaptées en fait. Vraiment, moi je pense que le Havre malheureusement, beaucoup d'athlètes mondiaux sont pas venus énormément au Havre, mais ils verraient le potentiel de malade qu'on a parce que comme je te dis, c'est ça, ville d'après-guerre, architecture brutaliste. Et des fois, je me demande si Auguste Perry n'a pas construit ça pour nous, tu vois. Donc, tellement. Ouais, c'est ça. Et tellement tout est vraiment. Tout est fourni, on va dire. Et puis, oui, c'est ça, c'est que la ville a vraiment un côté... et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi faire des défis parcours au-dessus de l'eau, du fait qu'il y a des bassins un peu partout dans la ville. On a trouvé des spots où justement, il faut sauter par exemple d'un muret à un autre, et de l'autre côté, il y a l'eau, tu vois. Il ne faut pas tomber dans l'eau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des water challenge. Et après, on aime bien aussi ce qu'on appelle le cliff jumping, c'est-à-dire le saut en hauteur dans l'eau, si tu veux. Et nous, comme on aime aussi les acrobaties, souvent, ça nous arrive d'aller sur les quais des Antilles, des trucs comme ça, pour se faire des sessions de salto dans l'eau. Et à côté de ça, voilà, c'est que quand il fait vraiment trop chaud, c'est ce qu'on fait. Mais sinon, en temps normal, oui, en centre-ville, tu as le volcan qui est, pour moi, des meilleurs spots parce que tu peux faire des glissades sur le volcan. Et ça, c'est un truc qu'on faisait quand on était gamin. Qui n'a jamais essayé de monter le volcan en partant en bas. Ouais. Et nous, moi, encore aujourd'hui, je le grimpe, ce petit volcan, tu vois. Et puis après, il y a toujours des enchaînements intéressants à faire avec des glissades. Il y a les marches aussi qu'il y a sur le côté, pas très loin de la bibliothèque. Bref, tout autour, en fait, le centre-ville, et c'est un concentré de spots assez incroyable. Il y a même du côté si tu veux, tu vas du côté de Montgaillard ou Coquereville, même Bléville, il y a des spots aussi, tu vois. Mais c'est vrai que comme moi, je suis localisé au centre-ville, on s'entraîne régulièrement au centre, quoi. Donc, ouais. Quelle est ta plus grande fierté dans le parcours depuis plus de 20 ans maintenant ? Waouh. Le truc que t'as fait. Et, ouais. Alors justement, ça c'est quelque chose que j'essaie de. Alors ça, c'est une question assez dure à répondre, je te cache pas. En fait, il y a un truc par contre dont je suis fier, c'est que j'ai réussi à mettre, grâce au parcours, un pied dans ce qu'on appelle le chase tag. Et le chase tag, si tu veux, c'est le jeu du chat et la souris, version sport. Oui. Tu dois connaître ça. Ouais. En fait, j'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, 2 ans, de filmer les compétitions mondiales avec des équipes qui venaient du monde entier. Ouais, c'est hyper cardio comme sport. C'est vraiment, moi, j'adore. Et en fait, 80% des athlètes qui viennent de ce milieu, ils viennent du parcours. Donc, au final, je me suis retrouvé à filmer en tant que cadreur cette compétition qui a été diffusée en ligne et qui après diffusé sur l'équipe. Et vraiment, en fait, j'ai compris que ça faisait un moment que je voulais tester ce sport. Et quand j'ai mis un pied là-dedans, en fait, j'ai réussi à faire même des compétitions. Je suis allé jusqu'en Suède, même une fois pour représenter une équipe hollandaise. J'ai joué pour la Hollande. On a fini deuxième pour notre. T'as joué pour la Hollande. Ouais. Comment on se retrouve à jouer pour la Hollande ? Alors comment ? En fait, c'est parce que un franco-russe qui joue pour la Hollande. En fait, il y a un problème. Non, en fait, en vrai, c'est parce qu'il y a. Comme j'étais souvent en Hollande, vu que là-bas ils ont ce qu'on appelle des quads, donc des terrains pour pratiquer le chase tag. Et bien en fait, le fait d'être allé régulièrement là-bas, de rencontrer du monde, il y a un des athlètes d'une équipe nationale là-bas qui m'a contacté et il m'a dit, en fait, on a besoin
de pratiquants pour l'équipe novice qui va faire une compétition internationale, donc en Suède, à Stockholm. Et il m'a proposé de faire partie de l'équipe. Et dans l'équipe, on était 6, il y avait 3-4 Hollandais, il y avait 2 gars qui venaient du Pays de Galles et il y avait moi, le seul franco-russe du lot, quoi. Et pour le coup, en fait, on avait quand même une super solidarité. Je veux dire, on s'entendait très bien, on était vraiment dans la motivation, dans l'entraide et tout ça, et ça nous a pas empêché d'avoir une bonne entente, quoi. Et en fait, c'est ça, j'étais dans la catégorie, on va dire, ce que je disais, de novice, vu que je suis pas pro pour le moment, je fais ça pour mon plaisir, mais c'est vrai que si un jour je peux grimper les échelons, je serais pas contre, tu vois. Donc, j'avais pensé, le chase tag est d'ailleurs récemment arrivé en Russie, et ils ont enfin posé les terrains en Russie, ce qui fait qu'ils vont forcément avoir des équipes nationales. Et un jour, j'aimerais potentiellement, si c'est jouable, de jouer du côté de la Russie, vu que en France, ils ont déjà beaucoup d'équipes. Donc, j'ai un rapport aussi avec le parcours et la Russie qui est très fort parce que les Russes ont beaucoup inspiré le parcours mondialement. Ils avaient un niveau très très élevé. Si tu regardes les vieilles vidéos des années 2000 sur YouTube, tu vois que les mecs étaient vraiment dans le futur. Et pour le coup, ils ont un niveau très très élevé. Et le fait que le chase tag arrive là-bas, moi je trouve que c'est un plus. Et tant mieux parce que comme ça, on oublie un peu ce côté géopolitique et tout ça, et on vraiment met en avant le côté sport, et c'est intéressant, quoi. Sachant que d'ailleurs, à la compétition internationale, il y avait des équipes qui venaient de Chine, du Japon, d'Israël, du Brésil. Vraiment, eux, ils se mettent pas de limite au niveau du sport. Ouais. C'est ça, voilà. Il y a plein d'autres de tes passions qu'on va évidemment évoquer pendant cette discussion. Ouais. On reste sur le côté urbain, parce que tu pratiques l'urbex. Oui. Aussi. L'urbex, en vrai, ça fait... Alors, qu'est-ce que c'est que l'urbex, déjà ? Si tu veux, l'urbex, c'est l'exploration, c'est le contraste de l'exploration urbaine. Donc, en gros, ça regroupe vraiment... de base, l'urbex, c'est surtout associé à la visite de lieux à l'abandon. Donc, ça peut être n'importe quoi, des usines, des manoirs, des châteaux, des discothèques, des aéroports, bref. Ça fait vraiment tout ce qui est bâtiment à l'abandon, donc construit par l'homme. Et le fait de les visiter et de essayer de ressentir quelque chose sur place, avoir des angles de vue intéressants pour surtout faire des photos. Ouais. Et donc, moi, ça fait... Donc, l'urbex, en fait, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais la pratique de l'urbex va avec la pratique de la photo ? Pas forcément, mais forcément, souvent, oui. C'est-à-dire que tu remarques souvent, quand tu fais de l'urbex, si tu es passionné de photo, tu as des angles de vue, je veux dire, t'as des paysages à l'intérieur d'une maison où t'as des vieux meubles qui sont répartis un peu partout, et tu peux faire vraiment faire ressortir une ambiance assez particulière où tu voyages dans le temps, en fait. Ouais. Et donc, en fait, la plupart des urbexeurs font de la photo, mais t'en as qui font ça aussi sans forcément faire de photos. T'en as carrément, ils vont même jusqu'à aller chercher des fantômes, des trucs comme ça, tu vois, enfin, tu sais, dans les trucs un peu paranormaux. Ouais. Mais en vrai, il y a plusieurs aspects. Il y en a qui cherchent l'aspect historique, à connaître l'histoire du lieu, pourquoi il en est arrivé là. Le deuxième aspect, c'est photo, comme on disait, vraiment pour l'art de la photo. Et le troisième aspect, c'est plus l'aspect sentiment. Qu'est-ce que tu ressens sur place ? Comment tu vois la chose ? Est-ce que tu dis waouh, il y avait une vie avant ici et maintenant il reste que ça ? Tu vois, c'est ça que tu cherches en fait avec l'urbex. Donc, et moi, ça fait avec Senia justement, ma conjointe, ça fait presque depuis 7-8 ans qu'on en fait. Et en fait, je t'avoue qu'on a traversé la France dans tous les sens. À ce point-là ? Ah oui, on a énormément voyagé. Tu sais, en fait, on a Mais pris genre, la voiture. tu digues un peu sur les réseaux, sur Internet pour trouver des lieux. Pour trouver des lieux, il y a plusieurs techniques. En fait, déjà, si tu as des contacts qui sont fiables et sérieux, tu peux échanger des adresses. Mais avec des inconnus, on n'échange pas d'adresses. Enfin, quand tu postes une photo, une vidéo, tu donnes jamais la localisation, pardon. Et pourquoi ? Alors, parce que t'as pas envie que ce soit envahi. Exactement. Il y a cet aspect justement de donner l'adresse, la faire leaker comme ça peut donner des mauvaises idées à certaines personnes. Et le problème, c'est que on évite le maximum de vandalistes. Enfin, tu vois, de vandales, si tu veux, pardon. On évite le maximum de vandales parce que il y en a qui ont des intentions de soit tout casser, de graffer ou même de brûler, en fait. Tu as des pyromanes qui viennent. Il y a vraiment des gens qui sont mal intentionnés qui peuvent faire un peu n'importe quoi. Et après, ça dépend du lieu aussi. Je veux dire, il y a des lieux qui sont très populaires et qui ont été retournés dans tous les sens. À la limite, ça, c'est pas très, très grave. Mais quand c'est une maison qui date du 19e siècle, où il y a encore tous les meubles et tu as l'impression que tu es rentré chez la personne et qu'elle est partie il y a peut-être 3-4 mois, en aucun cas, tu donnes l'adresse, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Et donc, pour le coup... et c'est ça aussi qu'on aime, c'est découvrir un peu des mondes parallèles où il y avait des vies avant, et on essaie d'imaginer un peu comment on est arrivé là, pourquoi ce lieu est devenu abandonné. Et souvent, c'est des questions d'héritage, c'est des questions
c'est des questions, je sais pas, moi, comme je disais, des questions d'héritage ou des gens qui décèdent et qui ont personne pour déléguer le bien. Et après, ça peut être des départs précipités, des histoires un peu mafieuses où tu dis, bah, si tu as laissé toutes tes affaires et tout ça, c'est qu'il y a eu peut-être un départ précipité un peu à la Breaking Bad, comme on voit à la fin, tu vois. Donc, il y a plein d'histoires, en fait. Et il y a une maison, d'ailleurs, je t'en parle comme ça. J'ai visité une maison à 1 heure de route de Paris qui a été tenue par un Russe. En fait, c'était un manoir en pleine campagne. Et en fait, on a retrouvé son journal intime. On a retrouvé son journal intime avec Xenia dans son bureau directement. Donc le gars est vraiment parti très très vite, quoi. Sauf qu'on sait toujours pas. On a enquêté pendant des mois et des mois à savoir. On a des informations, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est actuellement. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est en Russie? Est-ce qu'il est en France? Mais quand on allait chez lui, sa maison était déjà en état comment dire, elle était délabrée, si tu veux. Le plafond, il commençait déjà à tomber, etc. Mais on retrouvait plein d'objets avec des écriteaux en russe, etc. Et ça nous a assez intrigués parce que le mec, on a compris qu'en fait, il vendait des armes à l'Afrique, fait, à des pays africains. Tu vois, donc il avait raconté plein de trucs dans son journal intime et on a essayé d'enquêter même en regardant des factures, des noms et tout ça. On a regardé sur internet, vraiment on a fait un travail d'investigation et on n'a toujours pas trouvé où est-ce qu'il est et ce qu'il fait à présent. Donc peut-être qu'il y a des histoires un peu un peu pas très nettes, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc et justement, et c'est souvent ça, ou des manoirs en Italie que j'ai visités où vraiment il reste tout. Vraiment, il y a les photos sur des vacances de la famille sur les murs, il y a les vêtements dans les placards et tout est resté. Ça a été retourné entre temps, mais tu te dis, laisser un manoir comme ça du jour au lendemain, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas très rassurant, on va dire. Donc, tu vois, il y a des histoires derrière beaucoup de lieux, quoi. Donc, quels sont les lieux impressionnants que tu as visités dans le coin, ici au Havre, dans la région? Dans la région. Ouais. Alors, écoute, à présent, c'est plus disponible, mais le château de Tancarville était quand même un sacré château. Moi, je l'avais fait il y a 5-6 ans et maintenant il a été repris, il me semble, parce qu'à l'époque il y a une histoire comme quoi il était racheté par une équipe de foot, tu sais, pour quand tu rachètes du patrimoine historique, tu es déduit d'impôts ou je sais pas quoi. Et pour le coup, ce château-là, il était très ambiance les visiteurs, tu vois. Donc on avait beaucoup aimé, on l'avait fait. Donc, c'était ambiance Godefroy, quoi. Et pour le coup, après, à côté de ça, on avait pas mal d'usines. Je dirais, il y avait la dynamiterie. Il y a la dynamiterie à Honfleur qui est très connue, mais ça, maintenant, c'est devenu une friche, il n'y a plus grand-chose. Et après, moi, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est l'escalier Montmorency. L'escalier mécanique, je l'avais fait, la porte était ouverte. Un jour, on est passé, la porte était grande ouverte, on s'est dit, waouh, il se passe quoi? Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce qui est plus le cas, quoi. Mais pour le coup, c'était il y a plusieurs années, je suis rentré dedans avec un groupe d'amis, puis on a visité l'escalier, et c'est impressionnant, quoi. Ça fait vraiment porte de l'enfer quand tu es seul dans le noir avec ta lampe, tu visites le truc, et on a monté les escaliers, on a vu qu'il y avait des marches, fallait faire gaffe de pas mettre le pied dedans, quoi. Et en fait, tu as l'escalier qui est en dessous, qui est bien sombre, et tu as l'escalier qui est au-dessus où tu as le contour qui est en bloc de béton. Et cet escalier-là, moi, je trouve c'est un vestige à vrai très intéressant. Et j'ai aussi fait le fameux bunker allemand souterrain à côté de Jenner. Celui-là, je l'ai fait aussi il y a plus de 10 ans. Je l'avais visité et c'est vrai que je me rends compte que je suis un peu claustrophobe, en fait. Je préfère les hauteurs qu'être en intérieur. J'ai aussi fait les catacombes de Paris il y a 1 an, là. Et, faut bien que t'aies des phobies, quand même. Et pourtant, tu vois, je veux dire, c'était hyper intéressant, mais jamais de la vie je m'aventure dedans tout seul. Genre, même avec une carte, vraiment, jamais de la vie je m'aventure dans un souterrain. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui le font, donc après, ils sont habitués. Et puis, parce que c'est les cataphiles, c'est dans leur mode de vie. Mais moi, je préfère être dans les hauteurs et dans l'espace, on va dire. Voilà, c'est un peu l'idée. Tout à l'heure, je te posais la question de savoir si l'urbex allait forcément avec la photo, parce que toi, tu en fais. Tu fais aussi de la vidéo. Est-ce que justement, c'est par tes activités de parcours d'urbex que tu découvres le monde de la photo, de la vidéo, enfin que tu commences un peu à faire tout ça? Alors oui, non, la vidéo, ça fait un moment que j'en fais. Alors j'ai commencé... la première fois que j'avais une caméra dans la main, j'avais peut-être 13 ans et je filmais des bêtises entre potes, quoi. On faisait des conneries par-ci par-là, du skate même. On a commencé à filmer un peu de skate et tout ça. Et après, en vrai, c'est vrai que ce qui m'a motivé à faire de la vidéo, c'est, comme je te disais, la toute première vidéo de parcours que j'ai réalisée en 2005 ou 2006. Et donc, avec à l'époque, c'était des vieux logiciels sur Windows XP, genre Pinacle, etc. Donc, j'avais fait mon premier montage. J'étais très content de moi, tu vois. Et puis, après, avec le temps, le fait de regarder beaucoup de vidéos sur Internet de parcours et de skate, c'est ça qui te dit, putain, mais moi aussi, je peux faire ça comme ils font. Et j'avais cette envie de justement de réaliser divers vidéos. Et pour le coup, là,
je pourrais pas dire que j'ai véritablement une vraie vidéo de parcours de moi à présent parce qu'en fait, je m'amuse à me filmer, tu sais, par-ci par-là quand je fais des mouvements, mais j'ai pas encore créé un vrai produit consacré au parcours. Et C'est ça, un projet. et ça, c'est un projet. Ouais. Ouais, l'année prochaine, j'aimerais réaliser un documentaire avec une personne en particulier qui est importante, on va dire, dans le monde du parcours. J'en dis pas plus, mais en tout cas, oui, c'est dans mes projets pour mes 20 ans de parcours, de réaliser un docu pour raconter mon expérience, mon ressenti et comment je vois l'évolution du sport et ce que ça m'apporte. En fait, partager mon expérience personnelle en tant que pratiquant, quoi. Tu parlais de parcours, d'urbex, tu prends en photo, tu prends le Havre beaucoup en photo. Justement, pendant tes activités de parcours, tu prends un peu de hauteur souvent, tu montres un peu le Havre autrement. Alors, ouais. Alors, si tu veux, ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui m'a amené aussi dans la photo. En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2013, tu sais, quand j'allais en Russie faire des petits reportages web sur la culture internet russophone et tout ça, eh bien, j'avais découvert un groupe de gens qu'on appelle les roofers. C'est les mecs qui vont sur les toits, du mot roof en anglais. Et ces gars-là m'avaient emmené en fait sur les toits de Moscou pour admirer la ville à 360 degrés. Et c'est ça qui m'a amené à faire de la photo. C'est-à-dire Ok. que mes vrais premiers pas en photo étaient faits grâce aux accès au toit parce que le fait de voir la ville en hauteur, ça m'inspirait. Et donc ça a commencé là-bas. Et une fois quand je suis rentré au Havre, je me suis dit, ben attends, le Havre aussi, il y a de quoi faire. Il y a quand même, on a quand même quelques grands bâtiments et tout ça. Il y a moyen d'avoir des points de vue intéressants. Et c'est là que j'ai commencé à photographier la ville. Donc ouais, dès 2015, un truc comme ça. On a fait, à l'époque, je me rappelle, il y avait le bâtiment, l'hôpital Calmette, qui était abandonné, tu sais. Et donc on l'avait infiltré déjà quelques fois. Et on avait déjà, depuis les hauteurs de Tourneville, une belle vue plongeante sur le Havre, sur tous les quartiers. Et j'ai commencé un peu avec ça. Et après, il y a eu quelques passages dans les bâtiments Perret, sur les toits Perret du centre-ville. J'ai même fait le volcan quand il était en travaux en 2014. On s'y était infiltré avec un pote. Et puis, en fait, les flics nous attendaient en bas. Mais bon, ça s'est bien passé. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Tant mieux. Mais ouais, j'avais absolument envie de faire tous ces bâtiments un peu emblématiques du Havre. Et après, oui, voilà. Donc, j'ai continué à photographier la ville depuis ces années, même depuis des grues aussi. J'ai profité de certaines grues qui sont on va dire, des structures temporaires. Donc je me dis, attends, si la grue elle est là, je me dis que le grutier doit avoir une belle vue. Alors je me suis dit, allez, je vais autant monter, aller voir ce qu'il y a. Et puis j'ai eu et encore aujourd'hui, il y a des points de vue qui sont super beaux du Havre. Et peu importe aussi l'objectif que tu as sur ton appareil, tu peux vraiment cibler des trucs de la ville qui sont beaux à voir, quoi. Et les lumières surtout au Havre qui sont belles. J'allais te poser la question, justement, je t'ai posé la question en tant qu'amateur de parcours, qu'est-ce qui te plaisait dans cette ville? Maintenant, ton œil de photographe, qu'est-ce qui te plaît, toi, au Havre? Alors c'est... Je vais te dire déjà le fait que beaucoup de gens diront que le Havre c'est pas beau, mais en fait c'est pas que c'est moche, il faut juste apprécier le béton si tu veux. Et c'est ça, je veux dire, c'est une ville d'après-guerre, elle a son atmosphère, elle a son caractère, et le fait de photographier cette ville, j'aime beaucoup l'aspect un peu comme je disais, brutaliste et cubique. Enfin, je suis très amoureux du brutalisme et juste par exemple, je te donne une idée comme ça, si tu m'emmènes au château de Versailles, ok, je vais trouver joli, mais je vais pas avoir la même sensibilité artistiquement parlant que si je vois quelque chose de brutaliste. En fait, c'est bête à dire, mais c'est encore avec le rapport au parcours, le fait qu'il y a un côté un peu dystopique que j'aime bien, tu vois, vraiment, c'est ça, c'est... Le brutalisme, je sais pas, on a essayé de faire quelque chose de futuriste, mais avec un aspect un peu dystopique. C'est-à-dire que on tente un truc, mais ça représente un peu l'âme aussi des pays de l'Est, un peu froid, tu sais, un peu fataliste, tu vois. Et c'est ça que je ressens aussi, même si je sais pas, le centre-ville du Havre, il est quand même plus joli qu'avant. Il a été redynamisé, il a son truc, tu vois, il a son atmosphère. Mais c'est un signe d'une ville qui a souffert, en fait. C'est vraiment les vestiges d'une ville qui a souffert. Et pour le coup, c'est ça ce que j'aime, c'est ça. C'est plus vraiment l'aspect béton me parle. Le fait que ce soit dans tous les sens, qu'il y a quelque chose aussi, un côté parallèle et perpendiculaire dans certains quartiers, comme on peut avoir dans le centre et dans le quartier Perret. Et je sais pas, il y a le côté industriel aussi du Havre que j'aime beaucoup. Longtemps, j'ai traîné dans le port autonome au niveau des silos avant qu'ils les détruisent. Là-bas, j'ai traîné énormément justement parce que ça aussi, c'était une atmosphère que j'aimais bien. Il y avait vraiment un truc un peu post-apo, tu sais, crade, vraiment délaissé par l'homme, quoi. Et ça rejoint un peu justement ce facteur de bâtiments
bâtiment bétonné. Et c'est un amour pour le béton, en fait. C'est ça, c'est l'œil d'un... Il y a un côté Tetris, c'est ça. Je sais pas comment dire, mais c'est particulier, en fait. Et les couleurs, justement, quand tu as des couchers de soleil ou des levées de soleil, ça change la donne surtout sur la ville, en fait. Même l'église Saint-Joseph, je l'avais photographiée, et d'ailleurs, c'est une de mes photos préférées, qui s'appelle Justicier dans la ville, où j'ai un copain qui est juste devant sur un des toits perrés de la porte Océane. Il est juste en face de l'église, et en fait, tu as le soleil qui se lève derrière, et ça fait... En mode Batman. Ouais, c'est ça, en mode Batman, on va dire. Vraiment ambiance Gotham City, où tu as même les vitraux qui sont éclairés par le soleil en contre-jour. Et c'est le résultat, moi, je trouve magnifique. Et puis, même à voir dans la vraie vie, c'était beau, quoi. Il y a des couleurs qui peuvent apparaître au Havre, qui sont, je dirais pas qui n'existent pas ailleurs. Hein. Il y a des couchers de soleil magnifiques partout dans le monde. Mais au Havre, c'est assez spécifique. Ouais. Tellement spécifique qu'il va se passer quelque chose très bientôt au mois d'avril dans un certain magasin assez connu de la ville du Havre, c'est ça. Ouais. Alors ouais, bah ça y est, c'est officiel en fait. J'avais déjà fait 2 expos, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'en avais fait 2 en 2022. Il y en avait une au Local Shop et une à la Halle aux Poissons. Et là, pour le coup, maintenant, ça y est, j'ai décidé de lancer la 3e expo, qui va lancer aussi le nom d'un projet, et ça va s'appeler Vertige Havrais. Donc cool. ça c'est par rapport aussi à VH, par rapport à mon pseudo Vadim. Donc j'ai joué avec ça, et donc Vertige Havrais, c'est la consécration, le résultat de 10 ans d'exploration au Havre, à infiltrer plusieurs lieux, à explorer des recoins de la ville pour avoir des angles de vue que entre guillemets, peu de photographes ont pu faire. Et je veux avoir cette espèce d'exclusivité sur raconter l'expérience de chaque photo a son histoire, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que, bien évidemment, j'ai pas mal de photos dans le centre-ville, mais j'ai aussi eu ce truc où tu sais que j'ai grimpé la tour Alta de l'extérieur pour aller tout en haut, hein. Ça, je ne savais pas. Tu me l'apprends. Je te l'apprends. Et je suis obligé de te dire, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, ne faites pas ça, c'est dangereux. Et donc, en fait, si tu veux, quand j'ai vu que la tour Alta allait se construire, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, et je me suis dit, de là-haut, je pense que la vue va être belle. Et c'était le cas. Donc, j'ai eu l'occasion, un matin très tôt, de grimper sur la tour Alta, justement, pour aller au sommet. Et j'avais un peu cette envie, c'est un peu maniaque, on va dire, mais j'avais cette envie de me mettre sur la pointe, tu sais, qu'il y a au bout, la pinte en béton qui est en haut de la tour Alta, pour avoir juste une photo, et il y a mes pieds qui se baladent avec la vue sur le Havre, où tu as le volcan Saint-Joseph et la mer derrière. J'ai le vertige, rien qu'en me racontant. La photo, je l'ai, je te la montrerai un de ces 4, mais si tu veux, cette photo-là... plaisir, je sais pas en fait. C'est toi qui vois. Mais pour de vrai, c'est que je sais qu'il y a un facteur risque, mais c'est des risques qui sont quand même analysés avant de faire les photos que je fais. Et pour le coup, moi, j'ai ce rapport justement avec l'environnement, où pour moi, une ville est plus jolie en hauteur, si tu veux, qu'au sol. Et c'est ça justement ce que je cherche. Moi, comme je disais, c'est comme si j'étais un oiseau un peu perché en haut et qui admire l'environnement vu d'en haut. Et en fait, au final, quand tu es sur un toit, dis-toi que comme tu es tout seul, ou si jamais tu es accompagné, tu te sens plus en sécurité que si tu es dans la rue, en fait. Donc, il y a vraiment un monde à part entre là-haut et en bas, si tu veux. Et c'est ça que j'aime aussi, du fait que de me dire, je suis livré avec moi-même et je peux prendre le temps d'apprécier une vue à 360 degrés. Et beaucoup, on pourra très bien te dire, mais pourquoi tu vas pas, je sais pas, sur le truc panoramique qu'il y a au niveau de Claude Monet et tout ça. Je veux dire, ouais, mais non, c'est pas pareil, en fait. C'est que là, il y a toute une aventure où justement, j'aime bien explorer l'environnement à ma manière. Et pour le coup, quand j'étais en haut d'Alta, les photos aussi, elles vont être exposées justement au magasin LH bientôt. Et c'est ça, il y aura aussi des photos de Saint-Joseph en exclusivité que j'ai pas postées, puisque j'ai eu l'opportunité aussi d'y aller. Donc ouais, il y aura de belles choses, quoi. Et ça commence quand ? Alors ça commence le 3 avril, on fera le vernissage à ce soir-là, et j'invite vraiment aux gens, j'invite les gens à venir à ce vernissage, parce que je vais aussi faire une intervention au micro. Donc je vais un peu raconter toutes mes expériences d'exploration, raconter un peu comment j'en suis arrivé là, ma démarche. Vraiment, j'ai envie de faire comme une sorte de mini-conférence, je dirais pas TEDx, mais on est dans l'idée, j'ai envie de parler aux gens pour raconter un peu mon point de vue sur cette pratique. Et ce sera donc du 3 avril jusqu'au 2 mai. Et ça se passe au magasin LH. Et voilà, donc il y aura la première soirée dès 19h. Et voilà, venez nombreux et nombreuses, et ce sera avec grand plaisir de vous rencontrer et d'échanger là-dessus, quoi. Le message est passé, en tout cas. Il y a d'autres lieux où tu exposes un peu plus régulièrement, c'est sur YouTube. Oui, si tu veux, le YouTube, comme je te disais, j'ai commencé il y a plus de 10 ans à faire des vidéos sur du contenu russophone pour adresser aux Français.
Il me semble que même je suis d'ailleurs le premier francophone à parler de Russie sur YouTube à l'époque. Et j'avais commencé, si tu veux, avec Magical Russian Internet, qui était une émission qui traitait de sujets un peu loufoques de la vision que j'avais de la Russie sur Internet. C'est-à-dire que, en fait, je me suis pas trop intéressé au pays de ma mère avant de découvrir sur Internet des vidéos complètement loufoques de Russes qui font n'importe quoi. Je sais pas si tu te souviens au début des années 2010, Oui, c'est un peu connu pour ça. Ouais, les Russes étaient connus pour être un peu foufou, ils faisaient n'importe quoi. Ouais, faire des cascades en bagnole. C'est ça, ouais, voilà, des dashcams avec ouais. des vidéos de trucs, des tanks qui passent. Ouais, Bref, c'est ça. il se passait plein de trucs particuliers. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vraiment, je me pose la question. Je suis parti à Saint-Pétersbourg, en fait, en 2013. J'ai pris ma caméra et j'avais commencé à faire mon premier épisode avec le groupe Little Big, qui est un groupe de musique très connu à présent. Bon, maintenant, ils sont partis vivre aux États-Unis. Et pour le coup, j'avais fait l'interview avec eux parce qu'ils avaient eu une popularité assez grande grâce à What's the Cut à l'époque. What's the Cut avec Anton Daniel, c'était une émission YouTube. Et le gars avait popularisé le groupe. Et moi, je suis venu pour approfondir un peu qui ils étaient, mieux les connaître. Et premier épisode, c'était sur eux. Et après, comme l'épisode avait bien marché, je suis retourné quelques fois en Russie pour faire des reportages. Et donc, j'ai varié mes sujets, dont le sujet sur les mecs qui vont sur les toits. Et c'est comme ça que ça a amené au reste, quoi. Et donc, 10 ans de YouTube. Après, pour le moment, c'est pas mon activité, c'est pas ma priorité dans mes activités. Parce qu'après, en parallèle avec Xenia, on a créé une chaîne YouTube il y a 5 ans d'Urbex, justement. Et donc là, cette chaîne-là, qui s'appelle Follow the Ghost, elle est exclusivement russophone, elle est adressée à un public russophone, mais on a aussi des sous-titres en anglais dessus, quoi. Et pourquoi la réserver aux russophones? En fait, elle est réservée aux russophones, plus parce que comme Xenia est plus à l'aise avec le russe que le français, même si maintenant elle parle très bien, c'est qu'en fait, elle avait décidé, à la base, elle faisait des blogs sur des sites russes où elle parlait des lieux à l'abandon, elle faisait des articles, elle faisait des photos. Elle a fait suivre sa communauté, quoi. Ouais, c'est ça, elle a fait suivre la communauté grâce à Instagram et ensuite par une chaîne YouTube. Et en fait, on réalise des vidéos de lieux à l'abandon qu'on a visités depuis toutes ces années, sachant que là, le nombre est incalculable de lieux qu'on a fait. Et on a quand même 3-4 vidéos qui ont dépassé le million de vues, quoi. Donc, non, ça c'est top. Combien t'as d'abonnés sur les vidéos? sur cette page-là, sur cette chaîne-là, pardon, on a 200 000 environ. C'est énorme. Ce qui est plutôt très bien. Ouais, c'est un complément de revenus, on va dire, par mois avec YouTube. Mais sur ma chaîne personnelle, Vadim, je stagne à 17 000 depuis déjà plusieurs années, tu vois. Mais ça, c'est pas très grave parce que je suis pas non plus régulier. Et j'ai eu une phase, en fait, où il y avait un moment où je faisais beaucoup de vidéos, mais parce que j'avais pas beaucoup on va dire, j'ai pas trop de travail j'étais un peu au chômage, on va dire, donc je m'occupais comme je pouvais, je faisais des vidéos YouTube. Mais elles sont vachement bien, tes vidéos, elles sont bien réalisées, elles sont bien montées, je veux dire, il y a une miniature qui est hyper cool la plupart du temps. Après, YouTube, tu sais, YouTube évolue énormément, tu vois. Donc, le YouTube des années 2010 n'est pas le même que le YouTube d'aujourd'hui, tu vois. Moi, quand j'ai commencé Magical Russian Internet, c'était dans le même état d'esprit qu'à l'époque, on avait plein de YouTubeurs comme, tu sais, tout ce qui est les classiques, Mathieu Sommet, Joueur du Grenier, Antoine Daniel. Ils avaient des émissions propres où tu avais cet aspect de on a Internet, c'est libre, on fait ce qu'on veut, on reste nous-mêmes. Il y avait un côté foufou où on rigolait avec les mèmes, etc. Et en fait, moi, ce YouTube-là, il me manque encore parce qu'il était quand même assez authentique pour l'époque. Mais le YouTube d'aujourd'hui, il est quand même aussi intéressant. Il y a des codes qui ont évolué. Et quand tu fais des vidéos maintenant, si ça fait plus de 10 ans que tu es sur YouTube et que tu en fais même juste occasionnellement, pour adapter son écriture, son montage avec les codes d'aujourd'hui, si tu veux. Donc, tu essaies de te forcer un petit peu à pas être, entre guillemets, ringard, quoi. Non. Après, tu vois, bien sûr, tu as des vidéos, je les revois aujourd'hui, je vais dire, elles ont mal vieilli, quoi. C'est normal parce que je suis pas la même personne qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé. Donc, tu as un regard différent. Les codes sont plus les mêmes non plus. Mais c'est ça. Donc, le monde il s'est métamorphosé, si tu veux. Donc, je me réadapte et puis je me dis, tu vois, par exemple, j'ai arrêté... En fait, j'ai mis de côté Magical Russian Internet parce que même si je fais une vidéo qui traite d'un sujet russophone, c'est comme si c'était la même émission. C'est juste que mon générique, il me saoule, j'ai plus envie de le remettre. Et puis, c'est pas le même état d'esprit, on va dire, qu'à l'époque, quand j'ai commencé. Donc, c'est juste que je continue c'est pas comme si j'ai fait un virage à 360 degrés où, je sais pas, je suis parti faire des vidéos de pêche, quoi. Je sais pas, ou de curling, tu vois. Mais non, c'est que je continue toujours à traiter de ce sujet-là parce que l'audience sur laquelle je me suis construite d'abord sur Internet s'intéresse à des contenus russophones. Et ça m'arrive encore des fois de croiser des gens, d'ailleurs, en festival, même que ce soit au Hellfest ou je me rappelle au Motoculteur, des gens qui me reconnaissent grâce aux vidéos et qui me disent ça m'est déjà arrivé quelques fois. Trop cool. Le plus et ils viennent me voir pour me dire écoute mec, grâce à toi j'ai commencé à apprendre le russe, donc merci. Et là tu dis en fait t'as pas fait des vidéos pour rien, quoi. C'est-à-dire que t'as apporté quelque chose à quelqu'un, comme tu vas voir un artiste en concert et qui
Après le concert, tu lui dis, bah, écoute, ta musique, elle me procure quelque chose et je tenais à te le dire, quoi. Et le mec, il avait juste te dire, bah, merci. Et tant mieux, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qui t'a apporté. Et c'est ça, tu vois. Et après, la rencontre la plus improbable que j'ai eue, c'était pendant le voyage que j'ai fait en 2017 avec Xenia et ses amis. On est parti faire 17 000 km à travers la Russie. Ouais. Et c'est le nom d'une émission qui s'appelle Autoroute K17 sur ma chaîne. On raconte tout notre récit de voyage. C'est 12 épisodes de 10 minutes. Et en fait, j'étais dans une station-service dans le fin fond de la Sibérie. Je sors et là, tu as un mec, un russe, qui vient me voir comme ça. Il me fait, t'es Vadim? Je fais, ouais. Il me fait, je suis abonné à ta chaîne. Tu vois, et vraiment, de manière totalement aléatoire, le gars, il sort de nulle part. Il vient me voir. Et je lui dis, mais t'es sérieux? Je fais, là, c'est fou, quoi. Tu dis, t'es en fin fond de la Sibérie, dans une vieille route de campagne, et t'as un gars qui vient te voir pour dire, je suis abonné à ta chaîne. Tu fais, c'est fort, quoi. Tu vois, donc, ouais, il y a des moments comme ça, des souvenirs qui des restent. Des moments suspendus, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, YouTube, c'est pas, comme je disais, c'est pas mon travail à temps plein, à part sur la chaîne où on carbure sur la chaîne d'Urbex. Mais à titre perso, je veux dire, j'ai construit ma petite communauté. Et au final, même si j'ai pas 100 000, 200 000 abonnés, pour moi, c'est pas grave parce que je préfère avoir une petite communauté de gens intelligents que d'avoir un peu tout le monde et n'importe qui et que ça devienne un peu un champ de bataille où tu deviens plus tranquille comme. Enfin, j'aimerais pas avoir la vie de Squeezie ou Inoxtag, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, non, c'est. Si on ne l'a pas encore compris, t'es franco-russe. Ouais, de ma mère, ouais, c'est ça. Exactement. Un franco-russe à Stalingrad-sur-Mer. Exactement. J'aime bien cette phrase. C'est un peu du sens, tout ça. Bah, en fait, ouais. Enfin, même si bon, c'est pas très élogieux pour notre ville de l'appeler comme ça, mais bon, c'était pour le clin d'œil aussi. Oui, il y a un clin d'œil, c'est ça. Et puis, dis-toi que tu as quand même aussi une grosse communauté de russophones sur Le Havre, en fait. Il y a beaucoup de. Tu sais, ma mère, elle a plein d'amis russes qui sont basés au Havre. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est une grosse communauté, comme je sais pas si je te disais la communauté laotienne ou sénégalaise, par exemple, tu vois, mais il y a quand même une communauté russe qui est présente. On a l'épicerie Samuel qu'il y a au rond-point. Et puis, oui, en fait, c'est ça, c'est que comme Le Havre est bétonné, l'aspect de l'architecture me rappelle parfois certains bâtiments soviétiques, tu vois. Il y a un petit rapprochement et même beaucoup de Russes que j'emmène des fois au Havre qui viennent de visiter la France, je leur dis mais passez au Havre et ils sont assez surpris de la ville et franchement ils kiffent. Ils ont dit ah ouais putain ça rappelle un peu comment on peut être construit certaines villes, on va dire dans l'ère soviétique où tu as des grandes avenues, c'est très espacé. Le Havre c'est le cas, tu vois. Ouais, l'avenue Foch elle est espacée, tu prends la rue de Paris c'est pareil, on a les bassins, la zone du volcan et puis ça aéré, quoi. Ouais, ça aéré, quoi. Bon, si tu vas dans le quartier d'Anton, etc., c'est pas la même, mais dans l'idée. C'est ça le charme aussi, c'est qu'il y a un peu de tout. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, et ouais, ça surprend pas mal. Et puis, et moi, en fait, justement, comme je te disais, ce côté béton m'inspire énormément. Et pour le coup, quand je vais dans certains endroits des pays de l'Est, que tu ailles, je sais pas, en Pologne, en Serbie, en Croatie, tu as plein de bâtiments qui ressemblent, qui ont des aspects un peu qui peuvent rappeler certains bâtiments perrés, quoi. Tu vois, c'est vraiment tous ces bâtiments construits à l'ère soviétique qui sont de l'ère brutaliste avec certaines des fresques soviétiques dessus. Mais je me dis, si tu t'amuses avec une IA à demander à transformer Le Havre en ville soviétique, tu as moyen de faire quelque chose qui soit crédible, quoi. Tu vois, donc, ouais, j'y avais pensé ça. Juste, tu reprends, je sais pas, l'hôtel de ville, tu lui mets un marteau, une fossile et c'est bon, t'y crois, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bah écoute, peut-être pour un prochain montage. C'est ça, ouais, voilà. Il y a une autre passion, on parlait, enfin tu réalises évidemment, mais tu réalises aussi des clips. Oui. On parlait de Céléritas. Ah bah oui, Céléritas justement, c'est les copains ça. Ouais, la Brigade du Son, ouais, ça c'était... Ça, il y a un beau clip qu'on a réalisé avec eux, ouais, c'est clair. On a eu des beaux lieux et tout en plus. On a eu une illustratrice qui nous a fait des dessins animés plutôt sympas. Et non, elle a bien fait le boulot et tout. Et ouais, par rapport à Céléritas, ouais, ça s'est venu naturellement parce que comme c'est des copains de base et que à l'époque ils avaient besoin de faire un clip avec le tout premier qui était No Speed Limit, et c'était moi qui m'étais engagé dessus. Et après, naturellement, j'ai continué à faire les clips parce que après, oui, le projet en soi, de un, il me plaît et puis il me parle aussi. Donc voilà. Et on a aussi, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais en plus des clips, on a réalisé un documentaire. Enfin, j'ai réalisé un documentaire il y a un an avec eux au Hellfest, quoi. Donc, et ça, je suis très content de ce documentaire-là. Évidemment, parce qu'on s'y était croisés. Ah, c'était ce moment-là. À cette édition. D'accord, c'était 2024 ou 2024. Alors non, c'était en 2025. 2025. Ouais, pardon, 2025, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais oui, on s'est croisés dans les pogos de Céléritas en 2024, exactement. Ça je m'en souviens. Avec Paul Cauchy d'ailleurs. Oui, on l'embrasse, évidemment. On l'embrasse. Oui, embrasse les gars aussi. Et Aller le foot, c'est toi aussi ? Aller le foot, c'était moi aussi, ouais. Grave, on a eu le Stade Océane rien qu'à nous. Et ça, c'était assez formidable. On s'est bien marré sur ce tournage. Et puis, ouais, le résultat, il
il est à la hauteur de nos attentes. Et puis, en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a eu, ça a tourné aussi un peu dans le milieu du hack, etc. Et puis, il y a quelques personnes qui ont croisé Thomas, il me semble, le chanteur Thomas, pour lui dire ah putain, allez, le foot, c'est toi. Tu vois, enfin, ouais, il y a ce truc, cool, quoi. Et puis, après, en fait, il y a certains vrais qui l'ont pris un peu comme une insulte pour le hack, alors que pas du tout, en fait. C'était moi, je suis un grand supporter du hack. Au contraire, moi, j'ai trouvé que c'était un hommage. Je dirais hommage, mais un petit clin d'œil du fait que les gars sont du Havre qui soutiennent le hack aussi. Je veux dire, voilà, on a mis les maillots parce que ça, c'était mérité, évidemment, quoi. Et puis, je pense que, je veux dire, il y a rien d'offensant dans la chanson. Elle est plus drôle qu'autre chose, quoi. Je veux dire, c'est l'amusement, quoi. Mais ouais, ce tournage-là, vraiment, c'était une belle opportunité d'avoir juste un stade à toi tout seul. Et ouais, non, les gars de la com et tout étaient très sympas avec nous et il n'y a pas eu de problème, quoi. Il y avait certains joueurs de foot qui nous ont vus avec des déguisements de martiens qui n'ont pas trop compris ce qui se passait, mais à part ça, à part ça, tout s'est bien passé. Ouais, c'était génial, quoi. Donc, Vadim, on arrive presque à la fin de cet épisode. On va parler de toutes tes activités. Ouais. On a beaucoup. Oui. Si je te demandais de choisir une activité, une seule. À vie. Que ce soit la photo, l'urbex, la vidéo, le parcours, c'est ça? Exactement. Alors, en vrai, je te dirais le parcours. Ouais. Genre, demain, tu m'enlèves le parcours, c'est comme si tu m'ôtais la vie, quoi. Ah pour ouais, de vrai, moi, je je suis très... même si T'es passionné, quoi. Je suis passionné, et même si je le pratique pas au quotidien, parce que la vie fait que j'ai des trucs à côté, etc. Je veux dire, dès que je peux le faire, j'en fais, tu vois. Et en fait, non, c'est très dur pour moi de devoir arrêter ce sport-là. Je pense que la seule chose qui me retirera du parcours, c'est la mort, hein, clairement. Donc voilà, je te le dis franchement. Garde la vie le plus longtemps possible. Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, mais voilà, c'est que non, tu sais que c'est un sport qui me suivra à vie. Et voilà, et je continuerai à voyager, à rencontrer des gens de la communauté, des gens même jeunes qui sont très inspirants aujourd'hui, des jeunes qui ont 20 ans et qui font des trucs de zinzin et qui moi, m'impressionnent. Et je trouve ça aussi intéressant. J'ai des choses à apprendre, en fait, même grâce à eux, quoi, avec eux. Donc, c'est un sport où tu as tout le temps quelque chose à apprendre. C'est pas comme, je dirais, après au karaté. 20 ans de Exactement. de parce pratique. que carrément, j'ai toujours des mouvements à apprendre, toujours des techniques. Et c'est différent, par exemple, du karaté, où une fois que tu as atteint une certaine ceinture ou un certain dan, comme on dit, là, le parcours, tu auras toujours quelque chose à apprendre et à découvrir. Et c'est ça qui fait la force du sport aussi. Tu vois. Vadim, avant de se quitter, il y a toujours une dernière question que je pose à mes invités. Cette question, c'est toujours la même. Tu peux prendre ton temps pour y répondre. Tu peux y répondre de façon assez brève, en quelques mots. C'est toi qui gères. Cette question, la voici, mon cher Vadim. Le Havre, pour toi, ça représente quoi? Pourtant, tout le monde sait que je pose cette question à la fin. Hein. Personne n'a préparé. Allez, je dirais que c'est un petit paradis brutaliste en bord de mer. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Vadim. De rien, merci à toi. C'était trop bien. Merci d'être venu. Discussion comme d'habitude très intéressante. Rendez-vous. Merci. Le 3 avril. Le 3 avril au magasin LH. Exactement. Pour ton expo. Tu nous rappelles le nom de l'expo, Vertige. Vertige à vrai. À partir de 19h, voilà, venez avec grand plaisir. Et, le 3 pour le vernissage, voilà. et puis ça va durer quoi, 3 semaines, un mois? Ça dure un mois. Ça dure un mois, donc jusqu'au 3 mai. Lancement d'un projet avec boutique en ligne, etc. Quoi. Donc, écoute, très bien. Vous retrouvez aussi Vadim sur les réseaux, forcément, sur ces 2 chaînes YouTube. Tu peux nous rappeler les noms de tes chaînes YouTube? La première, c'est Vadim, VAD espace HIM, et l'autre, qui est russophone mais avec des sous-titres anglais, c'est Follow the Ghost. Et bien voilà. Follow the Ghost. Retrouvez Vadim partout dans ses aventures, et puis peut-être lever les yeux au ciel de temps en temps, vous le verrez passer. Et je vous ferai un coucou. Voilà, vous lui ferez un coucou également. Bon, écoute, merci beaucoup Vadim encore une fois, et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Pas de soucis, merci.